Mesdames et messieurs, c'est toujours pour nous un plaisir de vous retrouver, un devoir de vous faire mieux comprendre l'actualité au travers donc des échanges que nous avons toujours avec nos invités sur Matin Libre Politique. Vous êtes sur Matin Libre Télévision, votre chaîne de télévision qui vous apporte donc des analyses, du décryptage, des faits marquants de l'actualité nationale. Nous nous approchons bien évidemment des échéances de 2026. Comment les formations politiques se préparent à cet enjeu important de notre pays puisque les électeurs béninois devront choisir les conseillers communaux municipaux et les parlementaires de la 10e législature et le 12 avril 2026. Ce sera donc la présidentielle, un nouveau chef d'orchestre pour pouvoir engager des projets structurants pour notre pays, le Bénin. Et donc, comment le parti d'opposition, les démocrates, se prépare à ces enjeux majeurs? Nous recevons pour vous l'un des élus. Il est élu de la 9e législature. Il est donc de la 10e circonscription électorale. Il a nom Kolaole Djima Ogmon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir. Nous savons que vous êtes très acculé ces derniers temps et parce que vous préparez justement à ces échéances dont nous parlions. C'est ce qui m'amène justement à vous poser la question de savoir comment se porte le parti Les Démocrates aujourd'hui. Merci encore, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Pour aller directement, comment se porte le Parti des démocrates, ben, vous pouvez imaginer que le Parti des démocrates se porte très très bien. Il se porte très très bien. Il n'y a rien à signaler pour ce qui nous concerne. Il y a une longue attente tout de même, ce qui fait penser que est-ce que les élus ont le moral qu'il faut actuellement parce qu'il y a tellement de remue-ménage. Oui, les élus n'ont pas de problème. Une fois encore, le parti se porte très très bien. Oui. Vous allez constater que, à part vous, oui, et peut-être le peuple dans sa majorité, les démocrates sont sereins. Ils sont sereins, ils ne sont pas inquiets, ils ont leur rythme, donc ils sont en train de respecter leur rythme. Tout simplement, c'est ce que je veux dire. Vous voyez, il fut un temps, on disait, est-ce que c'est parce que la mouvance n'a pas encore désigné son candidat que le Parti Les Démocrates attend? Oui. Je crois qu'on avait répondu à l'époque, non, chacun a son rythme. La preuve est que peut-être on compte déjà 3 semaines, ou combien de semaines, ou 2 semaines au moins, que la mouvance a désigné son candidat, mais c'est vous dire que c'est 2 rythmes différents, c'est la mouvance et l'opposition. Très bien. Et donc vous avez votre agenda. Ça se cuisine normalement, mais bien sûr. Et on reste collé à cet agenda-là. Voilà. Donc les responsables sont sereins. Ils sont à pied d'œuvre. D'accord. Ça va certainement pas trop tarder à sortir. Venir. C'est très bien. Voilà. Aujourd'hui, quel est le niveau de préparation? Quelles sont les difficultés d'abord que vous rencontrez dans la préparation de ces différentes échéances? Parce que n'oublions pas, le 11 janvier, ce sera les communales, municipales et législatives. Et puis le 12 avril, ce sera la présidentielle. Non, je crois que essentiellement les problèmes que nous avons, c'est au niveau de l'administration. Très bien. Au niveau de l'administration, ce n'est pas au niveau du parti, c'est au niveau de l'administration parce que les pièces qui entrent dans la composition donc, de ces dossiers-là, ce n'est pas les partis qui fournissent ça pour la plupart. Ce n'est pas les partis, c'est l'administration qui fournit ça. Et il se trouve que justement, au niveau de l'administration, il y a pas mal de problèmes. Mais heureusement, au fur et à mesure que nous constatons ces problèmes-là, nous les soulevons et nous cherchons à rencontrer même les premiers responsables. Il faut constater, et c'est le lieu de les remercier, qu'au fur et à mesure, donc, les problèmes sont en train d'être levés et donc ça nous permet de préparer plus réellement les dossiers.
Très bien. Il y a quand même la pièce qui fait débat depuis quelque temps, c'est bien le quitus fiscal. C'est ça. Vous avez d'ailleurs fait même une sortie, votre parti politique a fait une sortie sur le sujet en demandant donc un certain nombre de choses, un certain réaménagement. Et vous avez rencontré aussi donc la Direction générale des impôts. Ça semble être réglé aujourd'hui quand on sait que la plateforme a été réaménagée pour pouvoir permettre donc à vos militants, à vos cadres de postuler. C'est ce que je disais tantôt. Donc on a de ces problèmes-là et qui sont d'ordre administratif, qui ne sont pas du fait du parti. Et il faut constater que quand nous avons vu ça, nous sommes allés donc vers ces responsables-là. Et je remercie très honnêtement la direction générale des impôts, donc en la personne même du directeur lui-même, et qui a compris. Vous voyez, les revendications que le Parti des démocrates porte, c'est des revendications légitimes. Ce n'est pas des revendications politiques simplement parce qu'on est de l'opposition. C'est des revendications légitimes. Vous voyez, lorsque l'État béninois, ou, je ne sais pas moi, la direction générale des élections, ou la Sénat, je ne sais pas finalement qui est-ce qui demande, lorsque les gens se proposent, enfin c'est le code électoral qui le dit, se proposent d'avoir le quitus fiscal pour aller aux élections. Vous savez, c'est difficile de faire le débat, parce que quand on fait le débat, lorsque les gens ne se lèvent pas, ils ne se mettent pas en hauteur, ils ne lèvent pas le débat, ils peuvent être tentés de dire, on a entendu ça d'ailleurs, que les politiciens ne veulent pas payer les impôts. Non, pas que les politiciens ne veulent pas payer les impôts, mais c'est que c'est pas tout à fait normal. C'est pas tout à fait normal. En principe, tout le monde doit payer les impôts. Et ce n'est pas les responsables encore, un élu, pardon, comme moi, qui veut refuser de payer les impôts. Ce n'est pas possible. Quand on sait que nous sommes un budget essentiellement fiscal, je ne peux pas dire ça. Alors, lorsque vous demandez le quitus fiscal comme pièce pour aller aux élections, c'est bien. Mais lorsque vous finissez de payer les impôts et vous n'avez pas le quitus fiscal, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez, comme on en a connu en 2023. Alors maintenant, ce qui s'est passé en fait, c'est que on a ouvert la plateforme pour faire la demande de quitus fiscal. Dans un premier temps, nous avons fait remarquer que c'est venu un peu tardivement, parce que c'est les élections générales. Puisque c'est les élections générales, on a des milliers de dossiers. Donc, nous, on aurait souhaité, par exemple, qu'on ouvre la plateforme plus tôt. Ça a été ouvert plus tard. Mais le gros problème, c'est que on nous fait obligation dans la plateforme de préciser l'élection à laquelle vous voulez participer. Pour nous, quelle est la loi qui dit ça? En fait, selon les clarifications quand même des responsables de la Direction générale des impôts, c'est pour pouvoir prioriser le traitement donc, de cette demande-là. Parce que vous n'êtes pas les seuls, les politiciens ne sont pas les seuls à demander. Et donc, même pour les appels d'offres, il y a des personnes... C'est précisément pour ça qu'il faut ouvrir la plateforme plus tôt. On ne paie rien à ouvrir la plateforme plus tôt. C'est justement pour cela qu'il faut ouvrir la plateforme plus tôt. Pour qu'on se donne le temps de traiter normalement. Pour nous, ce n'est pas ça la raison. D'accord. Nous pouvons nous tromper. Ça, c'est notre manière de voir. Pour nous, c'est qu'on veut savoir qui va aux élections présidentielles, qui va aux élections législatives, qui va aux élections communales. En effet, ils ont le droit de savoir. Oui. Mais nous savons, nous sommes au Bénin, nous savons ce qui se passe. Quand on sait qui va aux élections présidentielles. Et donc vous êtes méfiant. Mais bien sûr. Vous savez, lorsque le chat est chaudé, craint même l'eau froide. Quand vous avez été mordu par un serpent, quand on voit un ver de terre, vous détalez. Bon, il faut simplement constater que le directeur général des impôts a compris et a levé la barrière. Très bien. Et ça, c'est le plus important. Parce que pour nous, c'est stigmatisant de dire, mais je vais vous dire, on est allé à poser des questions au directeur général des impôts. C'est quoi en fait la différence entre un quitus fiscal, je suis tenté de dire ordinaire, oui, et un quitus fiscal pour les élections? Il y a une différence? Mais à mon avis, non. À mon avis, non. Et ce n'est pas les responsables de la direction générale des impôts c'est pas ces réseaux-là qui vont dire le contraire.
Et je vous dis, ils ont dit qu'il n'y a pas de différence à partir de ce moment. Levons ça. Quitus fiscal, c'est quitus fiscal. Ils n'ont qu'à dire pour combien d'années ils veulent ça, c'est tout. Voilà, et donc ça a été levé. Donc pour nous, on peut dire que le débat est clos. Mais il n'y a pas que ça. Parce que vous avez demandé tantôt les difficultés que nous rencontrons dans la préparation de ces dossiers-là. Oui. Regardez, on demande par exemple pour avoir le certificat de nationalité. On demande que lorsque vous faites la demande du certificat de nationalité, on vous demande de présenter l'acte de naissance sécurisé de vos parents. Mais qu'est-ce que ça là vient chercher encore? L'acte de naissance sécurisé. L'acte de naissance sécurisé de vos parents. Et s'ils sont décédés par moi, mon père est décédé depuis 1995. Mon père est décédé depuis 1995. Et vous me demandez de préciser son acte de naissance sécurisé. Je vais aller trouver ça où? Mon père n'en a pas. Moi-même, je viens d'avoir mon acte de naissance sécurisé. Et si vous n'êtes pas enrôlé, comment vous pouvez avoir votre acte de naissance sécurisé? La déclaration verbale ne suffit pas. Vous voulez aller réveiller mon père pour l'enrôler? Là aussi, je dois reconnaître que la mesure a été levée. Très bien. Et donc la rupture peut faire mieux. En évitant ces choses-là, il n'est pas nécessaire qu'on vienne toujours vers la rupture, soulever les problèmes, et même peuvent constater ça. Qu'en faisant comme ceci, on va retarder. Bon, c'est une question de sécurité. Quelle sécurité vous voulez avoir vis-à-vis de quelqu'un qui est décédé? Dites-moi. Tout le monde n'est pas décédé non plus. Mais tout le monde n'est pas décédé non plus, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites de ceux qui sont décédés? Mais il faut envisager ça. Très bien. Donc, ça a été corrigé. Ça a été corrigé. Mais ça a été toute une histoire. Et là, il faut signaler que la mesure a été levée. Mais il y a des tribunaux qui continuent de réclamer ça. Et il y en a qui disent que nous, on n'est pas au courant que la mesure a été levée. Ce n'est pas à nous de vulgariser ça. Lorsqu'une mesure est prise au niveau de l'administration doit se charger de vulgariser ça. Ce n'est pas à nous d'aller dire dans les tribunaux que la mesure a été levée. En effet, la mesure a été levée. Donc, quand la mesure est levée, un message doit passer par les canaux habituels pour informer non seulement les usagers, mais ceux qui sont chargés de faire respecter. Ce dont vous parlez, c'est jusqu'à présent. Mais je vous le dis, il y a des tribunaux où vous allez aujourd'hui, vous demandez le certificat de nationalité et vous demandez l'acte de naissance de vos parents. Alors, la mesure qui a été levée, normalement, ne doit plus permettre de demander ça. Et ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on dit désormais, si vous êtes majeur et vous êtes né sur place, c'est-à-dire sur le territoire national, on ne vous demande pas ça. Ça veut dire qu'elle a été levée à moitié. Et donc, si vous n'êtes pas majeur alors, il faut quand même quelqu'un qui ait une autorité pour pouvoir... On peut comprendre ça. On peut comprendre ça. Sauf que, à partir du moment où la personne, même mineure, a son acte de naissance sécurisé, dites-moi la logique qui veut que cette personne-là, du moins, elle n'ait pas son certificat de nationalité. Bon, de toute façon, ce n'est pas parmi ceux qui veulent quand même candidater. Il n'y a pas de mineurs chez vous. C'est les Béninois, oui, c'est les Béninois. C'est les Béninois. Et donc vous profitez pour penser à ces personnes. Connus. Mais bien sûr, surtout en tant qu'élu du peuple, je n'ai pas de choix. Très bien. Nous devons notre fonction par le peuple, grâce au peuple. Donc on ne peut pas ne pas prendre en compte tout ce qui va pour le bien-être du peuple. On ne peut pas ne pas prendre ça en compte. Donc quand quelqu'un est reconnu comme béninois, c'est un béninois, il a son acte de naissance sécurisé. Il faut pouvoir... Mais il faut pouvoir lui donner son certificat de nationalité. Et donc, ce sont les deux pièces fondamentalement qui posent problème. C'est ces pièces-là, en tout cas, c'est à ce niveau-là qu'on a eu des problèmes. Maintenant, le quitus fiscal, on a déjà levé la barrière qui vous impose de préciser le type d'élection à laquelle vous voulez participer. Ça a changé quelque chose chez vous? Ça évolue? Mais à coup sûr. À coup sûr. Mais là, c'était plus compliqué, c'est que au moment où la mesure n'était pas levée, pour ce qui concerne le quitus fiscal, mais c'est que lorsque vous vous amusez à demander le quitus fiscal,
pour, par exemple, les élections législatives, et vous vous amusez à nouveau, ou bien tout simplement, vous faites une autre demande, pour l'élection communale, les élections communales. Oui. Mais sur la plateforme, le truc vous dit, vous avez déjà demandé quitus fiscal pour telle élection. Donc vous n'avez plus de droit pour telle autre élection. Et ça, pour nous, c'est une exclusion. Est-ce que ça a été, vous en avez parlé aussi? Mais bien sûr. La DGI? Mais bien sûr. Ça a été corrigé aussi. Mais ça a été corrigé. Pour nous, c'est une exclusion. Vous savez, il ne revient pas à l'État de dire à quelqu'un, vous ne pouvez pas aller à la fois aux élections communales et aux élections législatives. Non. Mais ça peut être des dysfonctionnements par rapport à la plateforme. Peut-être que dans la programmation, peut-être que, bon, ça a bugué. Mais vous savez, un citoyen est libre d'aller aux élections, par exemple, législatives et élections présidentielles. Surtout que les deux ne se font pas le même jour. Mais pour pouvoir aller à ces élections-là, il faut constituer des dossiers. Exactement. Mais lorsque vous avez déjà fait une demande pour élection législative ou bien élection présidentielle, et que vous n'avez plus la main pour faire la demande de quitus fiscal pour élection législative, vous comprenez que vous êtes exclu. Il ne revient pas à l'État d'exclure, non. Très bien. Il faut laisser les gens aller aux élections et puis passer ou ne pas passer. Ou alors, le parti, lui, peut décider en son sein, les candidats aux élections présidentielles ne doivent pas être candidats aux élections. Ça peut se faire à l'interne dans un parti. Mais à mon avis, il ne revient pas à l'État de faire cette distinction-là, si je peux dire ça comme ça. Fort heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Fort heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Je salue vraiment je parlais de professionnalisme du directeur général des impôts, qui a compris et qui a dit, écoutez, si c'est gênant, on n'a pas fait ça avec une mauvaise intention. Avec une mauvaise intention. Je dis, si c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvaise intention, priez, levez ça. Et il a levé, le jour-là même. Très bien. Donc, ça, c'est bien, par contre. Et donc, est-ce que vous avez informé tout de même vos militants que... Mais écoutez, tout le monde suit. C'est parce que le directeur général des impôts a fait un communiqué qui a circulé massivement. Et je ne sais pas s'il s'imagine que c'est à son actif. Tout le monde a acclamé ça. Voilà une épine d'enlever. Très bien. Voilà une inquiétude, une incertitude de moins. Et donc, c'était les difficultés majeures. Ça, c'est l'une des difficultés. Est-ce qu'il y en a d'autres? Les autres qu'il faut attendre, c'est le traitement qu'on va faire. Des dossiers de candidature, vous voulez dire? Non, pas les dossiers de candidature, toujours au niveau de l'administration, pour avoir le quitus fiscal. Parce qu'une fois encore, vous savez, on a encore le souvenir de 2022, c'est tout près là. Il y a 3 ans à peine. On a encore le souvenir de 2022. Les gens qui ont payé les impôts. Et ou alors, vous n'avez pas la suite dans le délai. C'est d'ailleurs ça qui nous a conduit à la Cour constitutionnelle. Lorsque vous n'avez pas la suite dans le délai, je crois, c'est de 10 jours environ. Lorsque vous faites la demande, à compter du jour où vous avez fait la demande, c'est 10 jours. Et je crois plus 2 ou plus 3. Maintenant, on vous fait les observations. Quand on fait les observations, c'est 72 heures. Mais, donc, en tout pour tout, c'est 2 semaines, une quinzaine de jours. Mais lorsque 20 jours après, vous n'avez pas de suite, ni observation, ni SMS pour dire, venez chercher, ne venez pas chercher. Vous faites comment? Puisque ce n'est pas vous qui délivrez. Donc on attend ça. Vu le délai court et le nombre de dossiers qu'il va y avoir à traiter, nous sommes... vous avez des inquiétudes? Nous avons des inquiétudes. Il va falloir que les gens se mettent, je ne sais pas, à plusieurs sur ces dossiers. C'est les élections générales. Hein. Est-ce que vous en avez discuté avec le directeur? Nous en avons discuté. Avec lui. Je ne veux pas dire tout ce qui a été dit ici. Oui. Nous en avons discuté, mais nous avons compris que visiblement, le directeur général des impôts a pris... toute la portée de la chose. Il a compris. Et je crois que les mesures sont en train d'être prises. Très bien. Pour ça. Parfait. Donc ça aussi, c'est à saluer. C'est à saluer. Voilà. Et est-ce que vous avez des difficultés à désigner votre duo de candidats? Non, pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi ça tarde alors? Mais ça tarde tout simplement parce que nous sommes dans notre agenda. C'est si simple que ça. Vous savez,
la rupture, la rupture, c'est pas rien, c'est quelque chose, hein, la rupture. Vous avez quand même appelé le régime la rupture. Mais ça s'appelle la rupture, c'est pas moi qui ai baptisé ça comme ça, c'est eux-mêmes qui ont appelé leur régime la rupture. Et il faut constater que la rupture, ce n'est pas rien. Donc la rupture, lorsque vous êtes dans la rupture, mais vous devez porter des gants, vous devez prendre toutes vos dispositions. Vous savez tout ce qu'on entend par-ci, par-là aujourd'hui? Vous entendez des choses? Oh, ben, bien sûr que vous aussi. Vous aussi. Qu'est-ce que vous entendez? Mais faites attention à si, c'est peut-être vous qui allez me dire ça. Ce n'est pas... À coup sûr, vous entendez. Nous sommes tous dans le pays. Vous êtes d'accord que vous entendez des choses, vous? Et donc, vous vous basez sur ce que vous sur les rumeurs pour pouvoir... On ne peut pas... Mais écoutez, nous sommes au Bénin. Les rumeurs, il faut faire attention aux rumeurs. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est comme ça qu'il faut comprendre les rumeurs. Et les rumeurs, en général, hein, pas tout le temps, se confirment. Donc, il faut faire attention. Et donc, ce sont ces rumeurs qui vous empêchent de désigner votre duo de candidat? Mais ce n'est pas que ça. Mais on ne peut pas ne pas prendre ça en compte. On ne peut pas ne pas prendre ça en compte. On ne peut pas ne pas prendre ça en compte. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui dans le processus de désignation du duo de candidats pour la présidentielle au niveau du Parti Les Démocrates? Mais les directives sont faites. C'est-à-dire le profil du candidat. Et donc, vous avez... Et les dossiers, évidemment. Bon, ça, vous avez déjà élaboré le profil que le candidat doit avoir. Mais bien sûr. Très bien. Vous allez juste me permettre de ne pas dire le profil du candidat. C'est vrai que ça va être connu. On le saura. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va dire à la télé. Très bien. Vous comprenez? Bon, c'est quand même... C'est interne. Aussi. Mais bien sûr. Surtout que nous, on s'appelle le Parti du peuple. Mais permettez-moi que je ne dise pas ici, mais le profil du candidat, les démocrates, c'est un bon démocrate. C'est si simple que ça. Si vous savez ce que c'est qu'un bon démocrate, vous connaissez donc le profil de... Puisque vous êtes là qui est un bon démocrate, alors? Mais vous savez, la démocratie, c'est quoi? C'est un mode de gouvernance. Du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc celui-là, il doit avoir à cœur le peuple. Il doit savoir qu'il doit travailler pour le peuple. Et il doit savoir que le pouvoir lui-même là, qu'il incarne là, c'est au peuple. C'est si simple que ça. D'accord. Et ce démocrate doit être jeune aussi? Ben, écoutez, pour nous, la jeunesse, ça fait partie de notre peuple. C'est même la grande majorité. Et vous savez, que ce soit le présent, que ce soit l'avenir, ça appartient en fait à la jeunesse. Parce que c'est les jeunes qui gouvernent. Et c'est les jeunes qui vont grandir. Donc on ne peut pas ne pas mettre la jeunesse au cœur de nos préoccupations. D'accord. Donc à coup sûr, oui, les jeunes seront... Ben, écoutez, les personnes d'un certain âge. Vous savez, la constitution du Bénin prévoit qu'à 70 ans, vous ne pouvez pas être candidat. Voilà. Et donc, pour vous, moins de 70 ans, il est jeune. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Vous-même, vous pouvez constater que quand quelqu'un a 70 ans, il a un certain âge. Oui, mais il n'est pas jeune. Comment? Il n'est pas jeune. Celui qui a 70 ans? Oui. Celui qui a 70 ans, c'est sans doute qu'il n'est pas jeune. C'est sans doute qu'il n'est pas jeune, celui qui a 70 ans. Est-ce que le profil du candidat ou des candidats qui constitueront le ticket présidentiel pour le Parti Les Démocrates, oui. Est-ce que l'équilibre régional y figure? Au Parti Les Démocrates, vous savez, on est très très préoccupé par toutes ces questions-là. Quand vous prenez le président Yahi, quand il était au pouvoir, il a respecté l'équilibre régional tout le temps. Et c'est lui qui dirige le pouvoir. C'est lui qui dirige, du moins, le Parti Les Démocrates. Ceci dit, c'est avec un collège. Il ne fait pas ça seul. Si ça ne tient qu'au président Yahi, je sais qu'il reste attaché à l'équilibre régional. Mais une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Très bien. Voilà. Le porte-étendard doit être du nord ou du sud? Ça, je ne suis pas en mesure de vous dire. Parce que chez nous, il ne faut pas... la question d'équilibre régional, il ne faut pas confondre ça, ou bien il ne faut pas mêler ça à la question du régionalisme. Vous voyez?
Nous ne sommes pas dans une histoire de Nord-Sud au Parti des démocrates. Le Parti des démocrates, vous allez voir qu'il y a de grandes personnalités du Sud, comme il y en a du Nord. Donc, nous, on ne fait pas ça. C'est-à-dire, affaire de Nord-Sud, nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes un parti national, le parti du peuple. Le peuple, c'est du Nord au Sud, c'est de l'Est à l'Ouest. Très bien. Voilà. Et ce profil, toujours, je vous fais quand même cette question, même si vous avez décidé de ne pas nous dire à quoi ressemble ce profil, honorable Kolaole Guima Ogbon, le profil que vous recherchez au niveau du parti Les Démocrates, est-ce que c'est un profil qui est de celui-là, qui est militant, qui participe aux réunions, qui est actif pour le parti? Vous savez, aujourd'hui, avec le système partisan et tout ce que nous avons connu donc sous la rupture, vous savez, il y a des règles qui nous gouvernent, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance. Le candidat, c'est ce que disent les règles, hein, le candidat peut être du parti, c'est-à-dire membre du parti, comme il peut être désigné par le parti. Très bien. Donc, il revient au premier responsable au regard des différentes personnes qui se trouvent dans la caillole, sur la table, c'est-à-dire les dossiers qui se trouvent sur la table, il revient au... L'objectif pour le Parti des démocrates, c'est de gagner les élections. Et donc, vous pouvez aller chercher la compétence ailleurs. Mais si nous estimons que... Vous en avez déjà parlé? Comment? Vous en avez déjà parlé? Non, je ne suis pas dans le cercle de ceux qui font cette discussion-là. Non, je ne suis pas dans ce cercle-là. Je vous le dis très franchement, croyez-moi, je ne suis pas dans ce cercle-là. Je ne suis pas membre de la commission de candidature, ni au communal, ni au législatif, ni au présidentiel. Vous faites attention quand même au bruit de couloir, vous n'avez rien entendu. Oh, moi je crois que ce n'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Nous faisons confiance à ces commissions-là. Très bien. Et donc, les commissions, c'est les membres du parti. Les commissions, ce n'est pas des gens externes, ce n'est pas des gens extérieurs, c'est des gens connus. Très bien. Donc, c'est des gens désignés pour nous conduire, pour étudier les dossiers et pour nous sortir le candidat. Et donc, la commission s'y attelle actuellement? Mais bien sûr, bien sûr. Parce que le temps approche quand même. Nous sommes conscients du temps, hein, du délai dans lequel nous devons sortir le candidat. On ne peut pas excéder ce délai-là, on n'a pas de choix. D'accord. Et donc, nous avons quand même reçu certains de vos collègues qui ont estimé que, selon vos tests, il fallait également aller au Congrès pour valider, bien évidemment, ou pour désigner et tout ceci. Le Congrès est prévu pour quand? Je ne sais pas. Vous n'en savez rien toujours. Hein? Non, mais écoutez, est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité ou vous préférez que je vous raconte... bon, si on vous a invité ici, c'est pour dire la vérité. Voilà. Donc, je ne sais pas. Pour aller au Congrès, ce n'est pas compliqué. Hein. On n'a pas besoin de programmer ça 20 jours à l'avance. Non. D'accord. Nous pouvons décider d'aller au Congrès dans les 2 jours qui viennent. Très bien. Si nous estimons que nous sommes prêts et que c'est connu. Vous savez, le Congrès, en fait, oui, c'est une formalité. Hein. C'est une formalité. Puisque les grandes personnes doivent déjà s'entendre sur le dossier, sur ce qu'il va y avoir, et puis bon, voilà, on va aller au Congrès, et puis on va dire, voilà, au Congrès. Très bien. Mais il y a une préoccupation, je vous fais la question quand même, il y a une préoccupation énorme. Vous en avez discuté déjà avec les membres de la Sénat, à travers donc la Direction générale des élections. Il y a quand même la question de l'autoparrainage. Qu'est-ce qu'on retient fondamentalement, honorable? Mais cette question d'autoparrainage, vous voyez, je vous ai dit tantôt que la rupture, vous me dites qu'on prend du plaisir à dire ce mot-là, c'est ça. Vous êtes libre hein, oui, bien sûr. Non, mais je le dis avec aisance. Voilà. Mais bien sûr, puisque, vous savez, cette question d'autoparrainage, en fait, c'est que la loi est muette là-dessus. Mais le code devait être plus clair. Puisque c'est le code qui a parlé de parrainage. Le code devait nous dire qui peut parrainer, qui ne peut pas parrainer. Qui peut être parrainé, qui ne peut pas l'être.
Mais en la matière, le code n'a rien dit. C'est vrai que le code a dit que ce sont les élus qui sont appelés, les maires et les députés qui sont appelés à parrainer. Mais justement... Mais au cas où un député, par exemple, est candidat, est-ce qu'il peut s'auto-parrainer? C'est la question. Mais je vous renvoie la question. Je suis pas maître de vous dire. Vous comprenez que nous devons porter les gants pour faire le choix de notre candidat. Et qu'on ne peut pas se lever comme ça pour choisir notre candidat. Pourtant, c'est la 9e législature qui a voté. Mais bien sûr. Lorsque, vous savez, je suis pénible de vous dire ça. Je fais partie de la 9e. Mais nous, on a rejeté, je vous ai déjà dit plusieurs fois, nous, on a rejeté ce code-là parce qu'on a estimé que ce code-là n'est pas clair. Ce code-là n'est pas explicite. Alors qu'un code doit être suffisamment clair. Et là, je vous le dis très franchement, moi j'interpelle le président de la République. Et j'interpelle la Cour constitutionnelle. Parce que ce que vous entendez là, moi aussi j'entends ça. Je n'ai pas voulu en fait vous le dire. Je ne savais pas que ça allait sortir parmi les questions que vous avez prévues. Parce qu'il me semble que vous n'avez pas prévu cette question-là. Mais alors, mais ce n'est pas qu'on ne peut pas en débattre. On peut en débattre. Mais ce n'est pas nous qui décidons de ça. Malgré les je vais vous dire, hein, oui. Ça c'est ce que je crois. Et c'est moi que ça engage. D'accord. Dans une vraie démocratie. Parce qu'en l'état actuel, oui, en ce moment, seul le président de la République peut saisir la Cour constitutionnelle pour dire, mais à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? Et seule la Cour constitutionnelle peut dire exactement ce qu'on va faire. Mais la Cour constitutionnelle elle-même peut se saisir. C'est déjà arrivé. La Cour constitutionnelle elle-même peut se saisir. Le président lui-même peut se saisir. Mais il y a une affaire là qui semble être floue. Le code n'a pas précisé ça. Mais il y en a plein comme ça dans le code. La question de procès-verbaux est intacte. Ça n'a pas été, malgré que la Sénat elle-même, qui sera chargée d'appliquer ce code-là, est signalé qu'il va avoir de problèmes d'application. Nous sommes au point mort. On n'a pas bougé à l'Assemblée nationale. Par rapport à l'auto-parrainage, vous avez eu des discussions avec la Sénat. Oui, mais on a eu la discussion. Qu'est-ce que vous avez retenu finalement? Oui, mais la Sénat nous a dit, oui, à la personne du directeur général des élections, quelle est cette question? Mais est-ce que le député va voter pour lui-même? Mais bien sûr que oui. Ça, on n'a pas besoin d'aller demander à quelqu'un. Lorsque je suis député, et je veux rempiler. Mais je ne vais pas voter. Je ne vais pas voter pour moi-même. Bien sûr que oui, je vais voter pour moi-même. Alors, le directeur général des élections dit, mais est-ce que le député ne va pas voter pour lui? Le maire ne va pas voter pour lui-même? Bien sûr que oui. Alors, il dit, il n'y a pas ce moment-là. Mais ce que le directeur général des élections dit, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui a dit ça. Il n'est pas une personne juridique. Mais vous-même, vous le dites. C'est une grande personnalité. Mais ça s'arrête là. Est-ce que nous, on peut se baser sur ça? Par exemple, pour choisir un député? Point d'interrogation. Est-ce qu'on s'en fout de ce que les gens disent pour choisir un député? Point d'interrogation. Vous pouvez comprendre pourquoi on ne peut pas se lever et choisir comme les autres ont choisi. C'est tout ceci qui... Je ne veux pas rentrer dedans, mais vous me poussez à rentrer dedans. Donc, les démocrates, vous savez, le peuple attend trop des démocrates. Et donc, les démocrates ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils veulent. Très bien. Non. Sinon, le rendez-vous sera manqué avec le peuple. Très bien. Mais... Ce sont là les questions fondamentales. Et ça s'appelle la rupture. C'est-à-dire l'opacité. C'est-à-dire couper. Et pourquoi ne pas déposer quand même un recours devant la Cour constitutionnelle? Oui. Bien sûr. Mais ce que j'essaie de vous dire, oui, dans une démocratie normale, oui, la Cour elle-même, d'abord le code devait préciser ça. Et c'est le combat qu'on avait fait, évidemment, à l'Assemblée nationale, pour dire, mais le code là, c'est quel code ça? Vous comprenez pourquoi on a rejeté le code? C'est quel code ça? Qui ne précise pas, qui dit de remettre les procès-verbaux aux candidats et aux représentants des partis, mais qui ne dit pas comment on va remettre le procès-verbal. Et qui limite déjà le nombre de procès-verbaux. Les procès-verbaux sont déjà limités, alors qu'on ne connaît même pas le nombre de partis qui participent aux élections. Et le code dit au coordonnateur de coordination, au coordonnateur d'arrondissement du moins,
de remettre les copies au parti et aux représentants du parti. Mais il ne dit pas comment, le code ne dit pas comment on va lui remettre la copie. Et la copie n'est pas acceptée en cas de contentieux à la Cour constitutionnelle. Vous voyez le code? Vous voyez le code? Et donc il y a des questions... Mais il y a des questions majeures qui ne sont pas encore élucidées. Et nous sommes en train d'aller aux élections. Et on veut que les élections là se passent dans la transparence. Le code même prévoit que les élections se passent dans la transparence. Vous voyez une transparence là? Donc, vous voyez que dans le code, il y a de graves contradictions. C'est pourquoi... Il y a trop de problèmes dans le code. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, j'interpelle le président. Oui. Et même la Cour constitutionnelle. Vous voyez... C'est tellement que votre message... Elle devrait se saisir elle-même et faire la lumière. Très bien. On ne peut pas être en train d'aller aux élections et ne pas savoir, en cas de ceci, qu'est-ce qu'on fait. En cas de ça, qu'est-ce qu'on fait. Vous prenez le code. On dit, ici... si on est dans l'impasse, la Cour constitutionnelle va aviser. Si on est dans l'impasse, la Cour constitutionnelle va aviser. Rappelez-vous la composition de cette Cour-là. Bon, on va pas mais c'est ça qui nous met dans cet état-là. Si dans cette Cour-là, il y a le principe de « tu me surveilles, je te surveille », là encore ça va. Ce principe-là n'est pas là. Voilà. C'est un constat. Bon, vous savez, c'est une question de majorité. Dans la question du taux parrainage, je ne peux pas vous dire, mais on doit être en mesure de dire aujourd'hui, oui, un député peut se parrainer. Non, un député ne peut pas se parrainer. Si ici au Bénin, on ne veut pas que l'élu se parraine, on n'a qu'à le dire. Très bien, voilà. Et ce qui n'est pas dit est supposé, enfin, ce qui n'est pas interdit est supposé accepter. Mais ça n'engage que celui qui a dit ça. C'est pourquoi vous prenez toutes les mesures. C'est pourquoi les institutions de la République, en l'occurrence le président lui-même et la Cour constitutionnelle, c'est les deux habilités aujourd'hui. Tout autre citoyen qui s'agit peut être confronté à « je ne suis pas compétent », vous n'avez pas la compétence vous-même de poser la question. Voilà. Et puis, il y a quand même une grande mobilisation au niveau de vos adversaires politiques. Vous voyez des coalitions qui naissent, vous voyez une grande mobilisation. Cela, quand je me réfère à vos précédentes déclarations, c'est que cela, vous ne subissez aucune pression. De la part de qui? Ah oui, avec la désignation, quand même, Romuald Wardani a été désigné, ce n'est pas n'importe qui. Je suis d'accord. Non, il n'y a pas de Vous voyez le profil, vous voyez la compétence, vous voyez... Et puis, il bénéficie justement de l'accompagnement de quelqu'un qui a fait presque un certain nombre d'années avec le président actuel, qui est sa colistière, Mariam Chabi Talata. Non, écoutez, vous faites une mauvaise lecture. Ah bon? Nous sommes tous dans le Bénin. Quelle est la lecture que je devrais faire? Non, la lecture, c'est que ça, ce n'est pas... C'est pas suffisant. Qu'est-ce qui n'est pas suffisant? Vous parlez de Mme Talata. Oui. Vous ne parlez même pas du président de la République. Et je parle de Romuald Wardani. Moi, je vais souhaiter même que vous parlez du président de la République. Il n'est pas candidat. Mais il n'est pas candidat, mais le ministre des Finances, c'est connu de tous qu'il bénéficie des avantages du président de la République, c'est clair. Quel type d'avantage? Il ne peut pas... Mais ça se fait sans le président de la République? Dites-moi non. La désignation... Mais lui-même, il a dit qu'il va choisir quelqu'un qui pourra continuer le travail, tout ça. Donc, c'est son choix. C'est le choix du président de la République. Moi, je préfère même que vous parlez du président de la République lui-même. Il a dit qu'il ne... Et là, je vais vous dire tout simplement... Il n'a pas dit le choix. Il a dit qu'il ne sera pas inactif. D'accord. Mais c'est encore mieux dit. Il ne sera pas inactif, ça veut dire qu'il sera derrière lui. Mais ce que je vais vous dire tout simplement, c'est que, vous savez, le peuple béninois a une histoire. Le peuple béninois a une histoire. Retournez depuis qu'on a commencé le renouveau démocrate, depuis 1990. Ça ne veut pas dire, c'est l'exception qui confirme la règle. Je suis d'accord. Oui. Mais, de façon tactique, de façon classique, de façon traditionnelle, quand quelqu'un a la chance de faire 10 ans, même si c'est 5 ans seulement qu'il fait, vous allez voir que c'est un renouvellement presque total. Et quand il fait donc 10 ans, même si c'est 5 ans, c'est un renouvellement. Parce qu'on a connu ça avec le président Soglo. 5 ans après, il est parti. Il n'a pas pu faire 10 ans, lui. Mais juste après lui, le président Kérékou est arrivé, il a fait 10 ans. Mais vous êtes sûr que le président Yahya était le candidat du président Kérékou? Pour quelqu'un qui n'était même pas sur place?
Alors, quand donc il a fait 10 ans, c'est totalement un autre qui est arrivé. C'est le même peuple qui est là, ce n'est pas notre peuple. Donc c'est une tradition désormais au Bénin. Est-ce que cette tradition va être rompue, comme c'est la rupture? Mais là, je ne crois pas. Qu'est-ce que vous ne croyez pas? Non. La tradition va perdurer. Mais c'est ça qu'il faut espérer, c'est ça qu'il faut attendre. Et ça, ce ne sera pas une surprise. La surprise, ce sera de voir. En fait, je ne veux pas qu'on fasse le débat maintenant, parce que nous, on n'a pas encore fait notre choix. Justement. Parce que pour comparer, il faut avoir... au moins deux vous voulez choses, que je compare le ministre Wadayaki au jour d'aujourd'hui? En tout cas, je ne vous demande pas une comparaison. Mais la mobilisation qui se fait là-bas, pour nous, c'est normal. Ça ne vous dit rien? Pas du tout alors. Pas du tout. Mais nous suivons quand même et nous prenons la mesure de la chose. Mais quand même, nous sommes tous dans le pays. Nous suivons. D'accord. Et suivez avec nous, vous allez voir la réaction de certaines personnes. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Très bien. En tout cas, quand on aura notre débat, notre duo, on fera mieux le débat. En tout cas, vous voyez ce qui se passe avec des coalitions et puis on pourrait dire l'un qui se réclame de l'opposition, le parti Foscoré pour un Bénin émergent, avait dit clairement qu'il irait à la quête des parrainages. Et puisque vous n'en avez pas beaucoup, et donc ce parti s'est contenté d'aller à la mouvance pour pouvoir rechercher des parrainages, d'où les accords de coalition parlementaire et de coalition donc de gouvernance. Vous avez suivi l'actualité. Et donc, le parti FCBE s'est donné les moyens pour vous affronter. Oh, s'est donné les moyens pour vous affronter. On a déjà fait le débat ici. Quel est je crois, dans votre studio ici, on a déjà fait le débat. Pour ceux qui ne nous ont peut-être pas suivis, puis on peut rappeler. Oh, en ce qui concerne le parti, le FCBE, c'est un parti qu'on connaît très bien. C'est un parti qu'on connaît très bien. Je crois qu'on n'est pas en campagne. Et ce n'est pas le lieu de s'affronter encore. Pas affronter. Vous savez, les tests, les tests ont parlé de coalition. Oui, les tests ont parlé de coalition. Mais, vous savez, il y a des coalitions qui semblent un peu... je vais me garder de dire exactement ce que je veux dire. Parce que, mais vous voyez, la coalition, quand on prend par exemple UPR et BR, je les comprends, qui ont très tôt fait donc leur accord de gouvernance. Mais lorsque FCBE vient s'ajouter, moi, ça dérange un peu. Ça, c'est moi que ça engage. Parce que, mais quelle est l'idéologie qu'on veut supporter là-bas? Quel est le vecteur? Quelle sera la ligne? Parce que, rappelez-vous, jusque-là, chacun est libre dans quel accord? Chacun est libre dans quel accord? Rappelez-vous, jusque-là, FCBE a dit, l'FCBE ont dit qu'il constitue un parti d'opposition. Oui. Mais quel accord un parti d'opposition fait avec... et c'est un accord de gouvernance. Un parti d'opposition avec les partis de la mouvance. Bon. Je crois qu'on aura d'autres occasions pour faire le débat. D'accord. C'est leur choix. Sauf que... en fait, pour un parti qui dit qu'il ne sera pas dans l'opposition après 2026, est-ce que ce n'est pas compréhensible? Je fais l'accord pour l'avenir. Je ne fais pas l'accord pour maintenant. Il faut l'accord pour 2026. Et en 2026, ils disent qu'ils ne sont pas dans l'opposition. Ah ben, ça a été dit, très clairement. C'est ça. C'est leur affaire. C'est leur affaire. Vous n'en faites pas plus de commentaires que ça. Mais il vaut mieux ne pas en faire. Ils ont pris leur décision en toute conscience. C'est de grands hommes. Même s'ils ne sont plus nombreux, s'ils ne représentent plus grand-chose, bon, nous allons voir ensemble la suite. La question, c'est de savoir ce que pèse aujourd'hui les FCBE sur le plan national. Parce que vous savez, l'accord là tombe si le parti ou bien l'un des partis ne réalise pas les 10% sur le plan national. FCBE a eu 10% sur le plan national la dernière fois quand? Oui, mais... il vaut mieux qu'on ne fasse pas le débat. Les choses peuvent changer. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas impossible. Attendons donc de voir. D'accord.
À un moment où tout le monde... le peuple bénin aujourd'hui est à plus de 90% démocrate. C'est pas moi qui... Démocrate. Sur quelle base vous avez un sondage? Je vous invite à rentrer dans la population tout simplement. Je suis démocrate. Si FCB veut, n'a qu'à venir ici dire que le peuple est à 100% FCB. Si les UP veulent, ils n'ont qu'à venir dire que le peuple est à 200% UPR. Même pour vous? Mais moi, ça c'est mon constat propre, personnel. Très bien. Voilà. Si le parti veut, le parti peut dire le contraire. C'est ce que moi j'ai constaté que je dis. Très bien. Voilà. Parfait. Malheureusement, nous sommes au terme de nos discussions parce qu'il y a des questions qu'on ne pourrait pas évoquer maintenant. Ce serait trop tôt. Ce serait trop tôt de parler donc de l'offre politique. Votre projet de société, on en est où déjà? Le projet de société, c'est déjà là. Il me semble que c'est validé. Je ne peux pas vous dire exactement si oui ou pas. Puisqu'il y a une coordination qui doit être convoquée, la coordination nationale qui doit être convoquée pour valider ça. Je sais que c'est prêt. C'est prêt. Parce que j'ai une copie de ça. Très bien. Et donc, on en parlera en son temps. On en parlera le moment venu. Mais bien sûr, on ne peut pas être en train d'aller aux élections présidentielles et ne pas avoir un projet de société. Ce n'est pas possible. Nous sommes un grand parti. Certains se posent la question de savoir est-ce que votre projet de société, c'est de dire que ce que Talon a fait est mauvais? Non, ce n'est pas ça un projet de société. Voilà. Non. Ça, c'est un regard qu'on jette sur la gouvernance du président Patrice Talon. On peut dire que c'est mauvais. Et ce qui est bon dedans, on doit avoir l'amabilité, l'honnêteté de dire que ça c'est bon. Donc, s'il y en a qui sont mauvais, je crois qu'il faut le dire. Ça permettra tout simplement au président Patrice Talon et à son équipe de corriger ça pour le bonheur du peuple, c'est tout. C'est sans animosité, c'est sans arrière-pensée. Très bien. Voilà. Et nous sommes à la fin. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de saluer donc les téléspectateurs. On n'a pas pu le faire à l'entame. Il n'a jamais tard de bien faire. Donc, je salue tous les téléspectateurs, tous ceux qui vous écoutent ici et ailleurs, bien sûr, et vous-même qui travaillez tout le temps pour donner la nouvelle à tous nos concitoyens d'ici et d'ailleurs. Et dire à tous ceux qui nous écoutent, aux militants démocrates, aux sympathisants du Parti des démocrates, de se tenir prêts, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'on aille sereinement aux élections et de rester mobilisés aux côtés du Parti les démocrates. Et je salue les députés démocrates, je salue tous les cadres démocrates et le président Yaya Boni qui n'hésite pas du tout, qui se sacrifie vraiment comme tout le monde, vraiment pour qu'on puisse atteindre nos différents objectifs. Vous voyez, les démocrates, les députés démocrates sont restés droits dans la boîte jusque-là. On a eu des inquiétudes sur des inquiétudes. On a déjà acheté un député démocrate. On a déjà pris 3 députés démocrates. Ils émagent quelque part. Vous connaissez quelqu'un qui va émager quelque part et qui ne va pas jouer le jeu de là, il va émager? Nos 28 parrainages, nous avons dit que c'est les parrainages du peuple. Tel que c'est conçu, si un député ou un maire, s'il prend son parrainage, il ne peut que remettre ça au parti. Ça porte son nom, mais c'est le parrainage du parti. Donc on a remis ça au parti, et puis donc les députés ont déjà joué leur rôle. On demande que les autres cadres du parti et le peuple jouent aussi, chacun a qu'à jouer son rôle, pour qu'on puisse réaliser l'alternance au profit donc du Parti des démocrates en 2026. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Honorable Kolaole Tchima Ogbon, donc élu de la 9e législature. Vous êtes de la 10e circonscription électorale, c'est bien ça. C'est ça. Mesdames et messieurs, membres du Parti Les Démocrates. Mesdames et messieurs, c'est fini pour nos échanges d'aujourd'hui. En ce qui concerne votre émission Matin Libre Politique, on va se retrouver très très bientôt pour d'autres thématiques à aborder avec un autre invité. D'ici à la portée, vous bien agréable suite à chacun et à tous.